Où vous serez suffisamment informé. En ce qui concerne la gestion, je parle de la gestion d'une manière globale. C'est catastrophique. Un pays vachement riche, mais avec toutes les richesses que nous avons ici chez nous, le paradoxe est que le peuple est pauvre à un niveau très élevé. Je vous donne des chiffres. Je suis quand même député, membre de la commission finance à l'Assemblée nationale. Quand vous regardez le budget, par exemple, des pays africains comme le Sénégal, on vous parle de 1000 milliards. On vous parle d'un budget, unique budget du ministère de l'Éducation nationale de 100 et quelques milliards. Or, nous, qu'est-ce qu'on a comme recette propre de l'État? 100 et quelques milliards. Est-ce qu'avec ça, comment l'État peut faire face à ses devoirs régaliens? C'est un problème. C'est la gabegie totale. Chacun fait ce qu'il veut pourvu qu'il remplisse ses poches normalement pour lui et ses parents et ses amis. Et donc, la corruption à un niveau élevé. C'est ce qui a sombré notre pays dans le chaos que nous connaissons aujourd'hui. Moi, en tant que serviteur de Dieu, je vous précise que je suis chef d'entreprise, opérateur économique. En matière de gestion, nous allons mettre, comme j'avais dit dans mon discours, un système nouveau. Avec Dieu et avec la population, nous sommes sûrs que le lendemain meilleur de notre pays, on va commencer à parler de la République centrafricaine bientôt, comme on parle du Rwanda aujourd'hui. Vous ne voyez pas que nous avons un problème de devises dans toutes nos banques parce que nous n'avons que des fuites de capitaux, parce que nous n'exportons pas et nous importons presque tout. Voilà pourquoi quand on paye les fonctionnaires chez nous, vous avez comme l'impression qu'il y a un mouvement au centre-ville et ça dure seulement 3, 4, 5 jours. Les taxis sont bombés et après chute brutale. Pourquoi? Parce que l'argent qu'on donne aux fonctionnaires, ça ne les permet même pas de joindre les deux bouts et donc il y a ce qu'on appelle fuite de capitaux. Et comme nous ne produisons pas, qu'est-ce que nous exportons chez nous pour faire entrer des devises dans le pays, à part le bois? Il n'y a plus rien du tout. Donc c'est un problème qu'il faut résoudre. Et ce problème va être résolu au moment où nous allons commencer à produire chez nous. Alors nous allons fabriquer des hommes d'affaires centrafricains, dignes des choses qui vont prendre l'économie de notre pays entre leurs mains. Aucune entreprise centrafricaine détient 10, 15, 20 camions de bon état pour transporter nos marchandises de Port de Douala pour amener à Bangui. Nos marchandises sont transportées par les transporteurs camerounais. Ce n'est pas normal. Donc, nous arrivons à créer des entreprises de transformation pour qu'on puisse avoir des valeurs ajoutées. À ce moment-là, les devises vont rentrer et les choses vont aller de l'avant. Mais est-ce qu'on a besoin forcément d'être d'abord président de la République pour résoudre ce genre de problème en tant que compatriote, en tant que fils du pays? Est-ce que vous ne pouvez pas le faire? Est-ce que vous avez donné des exemples? Je suis opérateur économique ici, je ne suis pas décisionnaire. Quel pouvoir je détiens pour dire au gouvernement que à partir de maintenant, c'est comme ça que ça doit se passer? Je vous donne un exemple simple. Nous, au niveau de l'Assemblée nationale, on a dénoncé le problème de la carte nationale d'identité, que vous le savez très bien. La loi dit le prix de la carte nationale d'identité, c'est 4 500 francs. C'est pas que chaque compatriote sud-africain devait payer. Aujourd'hui, un ministre a bien arrêté qui a augmenté le prix de la carte nationale d'identité. Même malgré que l'affaire a été invalidée par la justice de notre pays, rien ne bouge aujourd'hui. C'est des exemples pratiques que vous comprenez. Il n'y a que celui qui détient le pouvoir quand on aura quelqu'un capable de dire non à la corruption, non à l'impunité, non au détournement des fonds publics, quelqu'un qui est incorruptible, qui ne va pas de gauche à droite pour boire l'alcool avec les femmes, avec ceci. Je suis sûr, monsieur le journaliste, et que les choses vont aller de l'avant. Comment Augustin Agou peut-il joindre les deux bouts s'il est élu président de la République puisqu'il est aussi un homme de Dieu? C'est une question pertinente que vous me posez. Je serai obligé de faire recours à un livre. Ce livre s'appelle la Bible. Et donc, Dieu est clair. Dieu a dit créons l'homme à notre image, c'est afin qu'il domine, qu'il gouverne. Et quand je regarde la parole de Dieu, Dieu a dit ceci: vous, pharisiens, vous avez comme père le diable. C'est un meurtrier, c'est un menteur. Il n'a jamais de vérité en lui. Lorsqu'il profère de mensonges, ça vient du fond de son cœur. Mais moi, Jésus-Christ, Fils de Dieu, je suis venu pour que les gens puissent avoir une vie meilleure. L'Église reçoit l'argent par le canal des membres, mais ces membres-là doivent travailler. À ce moment-là, ils auront l'argent et ils viendront payer la dîme et les offrandes. C'est ainsi que l'Église va avoir de l'argent. Et donc, si les membres sont pauvres, voici les conséquences de ce qui se passe chez nous, dans les églises. Regardez comment les serviteurs de Dieu ont des difficultés. C'est vrai, pendant des décennies, on nous a trompés pour dire qu'un serviteur de Dieu est celui qui doit absolument prêcher l'évangile. Mais comme vous regardez la Bible, Jésus-Christ n'avait pas prêché l'évangile comment? Il s'est occupé du volet social. Donc,
Ce pays aujourd'hui, la situation que nous traversons aujourd'hui a besoin des normes de Dieu. Pourquoi nous les chrétiens, on doit toujours mettre les païens pour nous gouverner? Dans la parole de Dieu, c'est écrit Jean 8, 44, Dieu a dit, vous avez comme père le diable, vous voulez faire les désirs de votre père. Alors nous allons continuer de souffrir. Le RDD a organisé son assemblée générale le même jour du vote portant modification de code électoral. Est-ce que c'est une manière pour vous, en tant qu'un élu de la nation, de boycotter ces assises? Non, c'est une activité qui a été prévue depuis, la date a été arrêtée, mais vous-même vous venez de dire, c'est une session extraordinaire qui est arrivée après. À ce moment-là, étant même un parlementaire, je ne pouvais rien faire. Les membres de parti qui ont quitté les provinces avec des conditions déplorables des routes que vous connaissez, avec la saison de pluie, ils sont arrivés à Bangui et donc la date était arrêtée. Voilà pourquoi nous, on était obligés d'aller à l'Assemblée générale. Est-ce que vous êtes candidat à votre propre succession aux législatives pour le compte du premier arrondissement de Bangui? Mais oui, la réponse est oui. Je serai candidat à ma propre succession et soyez rassurés que je serai élu au premier tour. Il se pourrait que l'actuel ministre des Finances convoite votre circonscription. Si cela s'avère, est-ce que cela vous inquiète? Mais pourquoi ça doit m'inquiéter? Quand j'étais élu, je n'étais pas le seul candidat, monsieur le journaliste, mais j'ai été élu. Donc c'est un candidat comme tant d'autres. Les conditions sécuritaires sont nettement améliorées selon le gouvernement, mais vous ne partagez pas cet avis. Au moment où on s'approche des élections groupées, qu'est-ce qui justifie votre position? Si vous dites que le gouvernement dit que les conditions sécuritaires sont nettement améliorées, à quel niveau? Que dans la ville de Bangui ici, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez vous-même circuler librement sur toute l'étendue du territoire? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez aller à Besson librement? Qu'est-ce qu'on fait avec le balai illégal? Vous en avez combien dans le pays? Je pense qu'on peut dire oui dans la capitale, mais dans le pays, il y a toujours des problèmes. Alors, ce qui veut dire que vous n'êtes pas très sûr pour les prochaines élections centrafricaines? Non, les préparatifs des élections, il y a des zones d'ombre qu'il faut d'abord régler. C'est l'ANE qui est la loi confère ce pouvoir de préparer les élections. À un moment donné, ici, dans le monde entier, il y avait le Covid-19. Et vous savez que tous les aéroports du monde entier étaient presque fermés. Aucun avion ne devait voler. Alors, je pense pour moi, à ce moment-là, que l'ANE simplement devait s'approcher des partis politiques, devait s'approcher des sociétés civiles et autres, poser les problèmes. À ce moment, qui pouvait dire non? Même moi qui vous parle, est-ce que je serais, par quel moyen je devais dire non à l'ANE? Tout le monde était au courant que les aéroports étaient fermés. L'ANE ne pouvait pas avoir de l'avion pour aller à l'étranger, pour enrôler nos frères de l'étranger sur les listes électorales. Également, l'acheminement de matériel de l'ANE, ça devait prendre un peu de retard. Donc, c'est l'ANE qui devait faire cette démarche-là. On ne serait pas là aujourd'hui. Je pense qu'à ce moment-là, personne ne pouvait discuter et on pouvait accorder un délai supplémentaire à l'ANE pour organiser les élections. C'est que l'Assemblée nationale vient de voter, la modification du code électoral. Même juridiquement, je ne suis pas un juriste, mais ça pose problème. Que dit la Constitution de notre pays? Que tout citoyen a le droit de participer au vote. Vous allez exclure et refuser, ce ne sont pas des Centrafricains. Ça vient en violation de la loi fondamentale qui est la Constitution. Et nous avons soulevé ce problème au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse inclure les réfugiés dans le code électoral. Ça a été refusé. Maintenant, c'est la Cour constitutionnelle de décider. Je ne suis pas un juriste, mais je pense que ça risque de poser problème là. Le parti politique RDD est-il de la majorité présidentielle ou de l'opposition? Et je ne raisonne pas comme ce que vous venez de dire. Parce qu'être opposant à qui? Même Dieu a un opposant qui s'appelle Satan, le diable. Et donc, que vous voulez ou pas, à un moment donné, quelqu'un va dire qu'il ne vous aime pas. Ça veut dire que je ne suis pas venu pour m'occuper des hommes. Je suis venu pour m'occuper de mon pays, la République centrafricaine et de son peuple. Je vais prêter serment. Et je dirais même le jour où je vais commencer à parler des problèmes ethniques, des problèmes de clans, des problèmes de famille, que Dieu m'élimine, que Dieu retire le souffle de vie en moi. Je vais tendre la main à tout le monde, aux compatriotes centrafricains qui aiment leur pays. C'est vrai, je vais revenir un peu en arrière pour parler un peu des documents administratifs sécurisés. Oui. Après la décision du tribunal administratif, les Centrafricains continuent de payer des documents administratifs sécurisés à des prix fixés par le gouvernement et non la loi des finances. Et vous, en tant que député, vous appelez les Centrafricains à prendre leurs responsabilités. En quoi faisant? Le rôle d'un député, c'est quoi? C'est de défendre d'abord les intérêts de ses électeurs, de la population. Et donc, les intérêts de la population, c'est ce qu'on a défendu au niveau de l'Assemblée nationale. Et je vous précise que la loi des finances n'est pas l'émanation d'un député. Ce n'est pas un document de l'Assemblée nationale. La loi des finances, c'est un document du gouvernement. C'est le document du gouvernement. C'est le gouvernement qui prépare la loi des finances, tient des conseils des ministres, valide et envoie à l'Assemblée nationale pour examen et validation. Donc, nous avons voté la loi. La loi a été
promulguée par le président de la République. Et je vous précise que depuis plus de 8 ans, 9 ans, que les Centrafricains n'ont pas eu de carte nationale d'identité. Ça pose énormément de problèmes. Comment les gens peuvent circuler librement? Donc, il y a des barrières illégales. Dans chaque barrière, on fait que raqueter le peuple centrafricain. Dans chaque barrière, on fait semblant de demander la carte nationale d'identité où les gens savent bien qu'il n'y en a pas. Et quand il n'y en a pas, on te demande de l'argent. Le gouvernement, à travers le ministre des Finances, a pris cet arrêté à augmenter illégalement. C'est de la tricherie. On ne viole pas la loi comme ça. C'est vraiment flagrant. Et donc, nous avons dénoncé et l'affaire a été jugée par le tribunal administratif. Maintenant, nous avons fait notre part. Maintenant, c'est à la population de prendre la responsabilité. Est-ce que la population doit continuer à payer avec ce prix de 6 750, contrairement à ce qui est indiqué dans la loi? C'est à la population d'en décider. Moi, j'ai fait ma part. Je l'ai terminé déjà. Vous avez quelque chose à ajouter avant de conclure? Bien, ce que je dois ajouter, je tends la main au peuple centrafricain. J'ai dit au peuple centrafricain, nous ne méritons pas ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, la République centrafricaine. Donc, le temps est arrivé que le peuple centrafricain soit totalement libéré. Je serai à même vraiment d'amener, de propulser ce pays-là très, très, très loin et que notre pays bientôt va être connu. Les gens vont commencer à applaudir le peuple centrafricain bientôt, monsieur le journaliste. Augustin Agou, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.